Plusieurs activistes militent pour la gratuité à l'université en affirmant que cela assurerait un meilleur accès à l'éducation supérieure. Si cette proposition peut sembler convaincante, elle entraînerait des conséquences néfastes pour la qualité de l'éducation. Ce court documentaire montre comment la France a réussi à mettre en place un réseau d'établissements de très haute qualité, appelés grandes écoles, en misant sur la liberté de choix et la concurrence. Est-ce que nous sommes aujourd'hui au Québec ou en France, à un moment donné dans la mondialisation, avec des États qui sont à même de dire « Ok, tout est gratuit, on vous enferme pendant 3 ans ou 5 ans dans des cégeps et des universités, dans des écoles secondaires, primaires chez nous et tout, vous vous occupez de rien, on paye tout. » C'est plus le monde aujourd'hui, parce que les États n'ont plus les moyens. Et surtout, c'est plus la même finalité. C'est plus la même finalité. Et la preuve, c'est que nos systèmes éducatifs publics produisent des chômeurs. Au moment où le système éducatif paye des chômeurs, j'estime qu'il n'y a pas de rentabilité de ce système éducatif, rentabilité sociale. S'il est gratuit et payé par l'impôt qui produit des chômeurs, c'est prendre l'argent des contribuables et le jeter par la fenêtre. Donc c'est pas le vrai problème. Le problème, il n'est pas sur les frais de scolarité. Quand je vois les étudiants, les manifestations d'étudiants québécois, d'étudiants français sur la gratuité des études, je pense qu'ils se trompent de société. Parce que la gratuité totale, c'est une subvention plus grande aux riches qu'aux pauvres. Et donc, quand vous êtes dans une famille très aisée et très riche, ils ont la même gratuité que la famille pauvre, ou en tous les cas plus défavorisée. Comme vous le savez, le système français, il y a à la fois des universités qui sont publiques et puis des écoles qui sont pour certaines publiques, on l'oublie très souvent, mais qui sont pour certaines privées, et pour d'autres, il y a même une autre catégorie qui sont les écoles qu'on appelle consulaires, c'est-à-dire qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie. En gros, voilà les différentes catégories. Le total des grandes écoles aujourd'hui en France, c'est 200 dont 40 écoles de management, 140 écoles d'ingénieurs et une vingtaine d'écoles que l'on va qualifier de autres. 40% des diplômes de master en France sont délivrés par des grandes écoles. 40%. Donc c'est pas une petite minorité. C'est aujourd'hui presque la moitié. Et globalement, sans dire que l'université n'est pas toujours de bonne qualité, ce sont les diplômes les plus reconnus sur le marché. L'avantage qu'on a ici en France, je crois, c'est qu'on a les deux systèmes en parallèle. On a le système public et aussi on a le système des grandes écoles, avec un peu de communication entre les deux. Les principales raisons pour lesquelles les grandes écoles se sont développées en France, elles sont doubles. La première, c'est qu'elles recrutent d'une manière concurrentielle. Il y a des concours, on n'est pas admis d'emblée. Et puis, la deuxième raison, qui est peut-être la première d'ailleurs, c'est qu'elles ont toujours été orientées vers le marché de l'emploi, vers les besoins économiques. Nos formations sont toujours, comme on dit ici, professionnalisantes. À la sortie, nos étudiants sont capables de tenir un métier, ce qui n'est pas le cas souvent en université. La première preuve de la valeur du diplôme, c'est que juste après avoir été diplômé, j'ai tout de suite pu trouver un emploi. Et personnellement, pour avoir fait une école de commerce avant, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on me prenait un peu plus de sérieux quand je disais que je sortais de l'EM de Lyon que ma précédente école. Donc les deux grandes critiques, la critique politique, école capitaliste, de riches, et l'autre, pas de culture générale, sont pour moi, ça existe, ça nous est souvent reproché, mais parce que c'est une vision du passé, c'est une vision où l'éducation est considérée comme étant monolithique dans un monde qui était fermé, limité. C'est un système qui permet la sélection. Parce que tout notre système est basé sur l'idée même de sélection. Quand je suis arrivé ici, en provenance d'Allemagne,
J'étais très choqué par cette situation-là, que tout part de la sélection des étudiants et que c'est accepté par tous. Parce que c'était pas du tout le cas en Allemagne. Ça l'est toujours pas aujourd'hui. On met toujours en avant le fait, par exemple, que le système allemand, qui ne connaît pas du tout les classes préparatoires et les écoles, les grandes écoles, est un système beaucoup plus inégalitaire à la sortie que le système français. Que le fait d'avoir des concours ouverts à tout le monde permet d'éviter des passe-droits. C'est pas parce que vous êtes le fils de monsieur et madame Untel que vous allez automatiquement accéder à tel ou tel emploi. Moi-même, je suis fils d'employé, de petit employé, j'ai passé les concours, j'ai fait une grande école, sans ça je suis arrivé à des fonctions qui sont les miennes aujourd'hui. Je ne l'aurais pas fait si l'éducation n'avait pas assuré cette sélection à un moment donné. Historiquement, il n'y a jamais, je dis bien jamais, refusé quelqu'un. Pour des raisons financières. Moi, j'en ai jamais vu. On est dans le zéro absolu parce qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées à des élèves issus de milieux défavorisés. Il y a une fondation auprès des grandes écoles, notamment à HEC, mais dans d'autres endroits aussi, qui donne des bourses à des étudiants. Il y a les bourses de l'État, il y a la bourse Fondation UM Lyon aussi, qui m'aide. Et donc, c'est en fait un réseau des anciens qui donne de l'argent à l'UM Lyon et cet argent est reversé aux personnes qui ont des moyens financiers faibles. Pour une majorité d'étudiants, après, on a recours aux prêts bancaires, tout simplement, avec des banques partenaires de l'UM Lyon et des bureaux des élèves. Et finalement, ce qu'on se dit, c'est que le prêt, il est à taux très favorable pour nous, puisque le taux d'employabilité après, pour nous, étudiants de cette école, il est très bon et les banques ont confiance et veulent nous garder. J'ai des prêts sur le dos, etc. Mais je sais que voilà, 5 ans après, ce sera fini et puis ça en vaut vraiment la peine, je pense. Moi j'ai complété parce qu'en fait je viens du milieu populaire, donc encore en dessous. Mais je vois pas ça du tout comme un sacrifice. Pour moi c'est vraiment un investissement comme le ferait une entreprise. C'est-à-dire que pendant 3 ans je vais payer mes frais de scolarité, mais ça va avoir des retombées qui seront bien plus grandes après. Si on raisonne rationnellement en temps de retour sur investissement, ces écoles les préparent de telle sorte qu'en quelques mois, elles ont entièrement le retour des frais d'investissement sur la scolarité et avec des salaires qui sont très supérieurs à ceux d'autres formations qui auraient été gratuites. Moi, je crois que la diversité est un plus. Donc, avoir des établissements d'enseignement supérieur de recherche différents, qui se complètent d'une certaine manière, voire qui se recoupent, me semble être quelque chose d'intéressant pour un pays. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que cette cohabitation au niveau entre deux institutions, par exemple, entre une université et une grande école, la plupart du temps, ça se passe très très bien. Vous seriez fasciné par le nombre et la profondeur des collaborations qui existent entre les grandes écoles et les universités. Par exemple, nous, on a passé des partenariats avec Sciences Po Politique Lyon. On a à peu près une 30aine d'élèves qui vont à Sciences Po. On a une 50aine d'élèves qui vont faire du droit. On a des pharmaciens, des gens qui, en 4e année de pharmacie, viennent à EM Lyon. Donc, bon... L'ouverture, elle existe, les passerelles se multiplient. On est en France dans la multiplication des passerelles pour les étudiants, pour les professeurs, pour les chercheurs, entre l'université et les grandes écoles. Ce qui marque la situation du Québec, c'est que depuis 15 ans, peut-être 20 ans, on est entré dans une sorte de définancement ou sous-financement chronique, pernicieux et grandissant. Et en fait, la subvention par étudiant au Québec, elle est à peu près équivalente en moyenne à la subvention que les autres versent. Donc l'écart de financement, c'est pas tellement la part des contribuables, c'est les autres sources. Et la principale, ce sont les droits de scolarité. Le Québec est la seule région en Amérique du Nord où on a des droits de scolarité uniformes à travers tous les cycles, à travers tous les programmes. Il faut s'assurer que l'on maintienne l'accessibilité, mais qu'on maintienne également la qualité. Si on passe de droits de scolarité qui sont
présentement au Québec très très faible, à des droits de scolarité qui se rapprochaient de la moyenne canadienne, je ne vois pas que ça va d'aucune façon avoir d'impact significatif sur la fréquentation. L'université française, elle est gratuite, mais les gens la fuient. C'est très accessible, mais il n'y a pas de qualité. Ce qui se passe en France, présentement, ce que ça indique, c'est qu'il y a un appétit pour des formations de qualité. Et les grandes écoles, dans la mesure où elles ont la marge de manœuvre, réussissent à attirer une clientèle grandissante de gens qui sont prêts à payer davantage. On n'a pas besoin, nous, de créer ce système parallèle, mais si on aménage notre réglementation puis notre gestion du système pour permettre un peu plus de personnalisation, un peu plus de liberté, on va trouver beaucoup de niches comme ça. Et je pense que ça va être pour le bénéfice de tous. C'est là que le bas blesse, je pense, au Québec. C'est que la structure de dominance gouvernementale, si on veut, dans le système universitaire québécois, nuit à l'ensemble des universités. Moi, je pense qu'il faut donner beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie aux différentes universités. Si l'université pense qu'elle a le meilleur programme d'économie, de sciences économiques au Canada, bien, elle devrait pouvoir tarifier ce programme en conséquence. Je pense que les grandes écoles peuvent se développer à l'intérieur des universités. Bon, on a autant qu'on enlève le carcan des universités où on leur interdit de faire ça. J'ai toujours été surpris de voir que des familles acceptent de prendre un crédit pour acheter une voiture ou une télévision. Parfois rechignent à prendre un crédit pour l'éducation. Pour moi, j'ai envie de dire, je comprends pas bien, parce qu'il y a une sorte de consommation parfois un peu bébête qui est celle de la télé ou de la voiture. Et puis pour ce qui est de l'éducation, ce qui va vous porter pendant des années, ce qui va forger la société, on se dit non, on n'est pas prêt à emprunter. Donc il faut aussi changer la place de l'éducation dans l'esprit des gens.